Bienvenue sur Passionnément, votre moment musique, gastronomie et cinéma en compagnie d'invités passionnants et passionnés. J'espère que vous allez tous très bien. Moi personnellement, j'ai le ventre qui gargouille, j'ai mes papilles qui s'activent petit à petit parce qu'aujourd'hui, on va parler de gastronomie. Avec une question hyper importante, comment on devient chef ? Depuis 10 ans, la cuisine elle est devenue omniprésente sur tous nos écrans, émissions de télé, vidéos sur YouTube et bien plus encore. Avant ça, être cuisinier c'était perçu comme difficile, peu gratifiant, alors qu'aujourd'hui, c'est une fonction qui est source d'envie et de fantasme, ce qui en pousse plus d'un à se lancer dans la restauration. Je suis donc allé demander à Pierre, qui est chef cuisinier, comment ça se passe pour devenir chef. On se retrouve dès la fin de l'émission pour débriefer tout ça, et en attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. Merci d'être là, Pierre, déjà pour un des premiers podcasts de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de cuisine avec toi. Ouais. Donc, je rappelle un peu qui t'es. Tu t'appelles Pierre Vieilleville. Ouais. C'est comme ça que ça se dit, très On bien. dit Vieilleville, mais ça va. Vieilleville, super, ça commence bien. T'as 25 ans et t'es chef cuisinier. C'est ça. En primaire, quand on est tout petit, il y a des enfants qui veulent être astronautes. Toi, tu rêvais d'être cuisinier à cette époque-là ou pas du tout ? Pas du tout. Moi, je voulais être médecin. Ok. Mon rêve, c'était d'aider les gens. J'aime bien l'humanitaire, je voulais faire... tu vois, tu regardes les médecins, tu dis, ouais, c'est des gens qui sauvent des vies, c'est des beaux métiers. Et mon rêve, c'était de faire ça, mais j'ai essayé. J'ai fait 2 fois la première année de médecine et j'ai arrêté, c'était pas fait pour moi. Ça a été quoi le déclic un petit peu pour te dire, bah, j'ai envie d'être cuisinier ? Et ben, en gros, je me suis retrouvé à arrêter médecine en milieu d'année. Et j'ai toujours aimé le service, aider les gens, enfin ce qu'on fait en médecine en fait, mais je me suis dit je veux le faire de manière à moi aussi prendre mon pied. Ok. Et du coup je me suis lancé là-dedans. Et à la base en fait la cuisine ça m'est venu parce que bon, dans ma famille il y a pas on n'est pas une grande famille de cuisiniers, on est une cuisine de maison quoi. Ouais. La cuisine, bonne cuisine lyonnaise quoi tu vois. Je vois. Et mon grand-père maternel cuisinait beaucoup, tu vois, les abats, ce genre de trucs, et j'ai toujours aimé manger. Enfin, moi, quand j'étais gamin, avec mon grand frère, on allait au resto, et mon grand frère prenait une pizza, et moi, j'étais le petit con qui choisissait les trucs qu'il connaissait pas. Donc, j'ai toujours été très curieux. Ouais. Voilà. Ok. La première expérience, entre guillemets, que t'as eu avec la cuisine, où t'as cuisiné, c'était petit, ou c'était plus tard ? Ah, j'étais tout petit, avec mon grand-père, je l'aidais, je nettoyais les champignons, mes grands-parents paternels aussi, ils aimaient bien ça, donc j'ai toujours été genre épluché dans la cuisine avec ma grand-mère qui me montrait comment faire des soufflés, ce genre de choses. Je trouve que c'est intéressant ton parcours parce que à la base tu voulais être médecin, ce qui est un peu un des métiers rêvés par les parents pour le futur de leurs enfants. Et finalement t'as dévié vers une voie plus manuelle qui est parfois un peu mis de côté dans le style bah tu feras médecin, avocat ou ingénieur. Ouais. Et dès que tu parles d'une autre formation, c'est un peu plus délicat. Est-ce que pour toi ça a été bien reçu ? En vrai, le truc, c'est que mes parents, ils l'ont pris comme un soulagement que Ok. j'ai raté médecine. Parce que j'étais pas du tout un bon élève. J'étais un putain de cancre, en fait. J'ai jamais eu de facilité. Ça a été toujours ultra compliqué pour moi, les études, le lycée, le collège et tout. Et quand j'ai commencé médecine, ils m'ont dit, mais tu te mets en bas du mur, mais bon, si tu veux y aller, ils m'ont toujours encouragé. Quand j'ai commencé la cuisine, ils m'ont dit, écoute, c'est bien, tu vas faire de la cuisine, mais essaye de faire la meilleure cuisine possible. Ouais. C'est-à-dire essaye de te donner au maximum. Pas la meilleure cuisine, mais genre essaye de donner à 100% dans ce que tu fais. Et ça, c'est les valeurs que j'ai, c'est me donner à 100% dans quelque chose. Enfin, j'étais pas un grand passionné enfant de ça, tu vois, mais je suis devenu vraiment passionné de ça. Aujourd'hui, je vis que pour ça. Ouais, c'est quelque chose qui est venu assez tardivement et assez vite, du coup. Ouais, c'est ça. Étant un peu hyperactif, je vais même le dire, je suis assez hyperactif, je peux pas rester à rien faire. Fallait que tu trouves quelque chose. Ouais, mon père m'a dit, vas-y, tu sais quoi, on va t'inscrire au boulot, tu trouves le premier entreprise qui te prend. Et à côté de chez moi, il y a le plus grand restaurant au monde qui est McDo. Ouais. Donc j'ai commencé à bosser à McDo de nuit. Okay. Et puis à Tassin, il y a quand même 2-3, parce que je viens de Tassin, donc il y a 2-3 restos que j'aimais bien, j'aimais bien les manger, tu vois. Et il y avait un chef. Un soir, je t'allais manger avec un de mes meilleurs potes et je lui avais dit, voilà, moi, je veux me lancer dans la cuisine. J'ai aucune expérience, mais j'ai envie d'apprendre. Et il m'a dit, écoute, je te rappelle au mois d'avril. Et en fait, au mois d'avril, le mec m'a rappelé. Et il m'a dit, Pierre, écoute, t'es libre quand ? Je lui ai dit, tel jour, quand je bossais pas. Et en gros, je faisais pratiquement du 7 jours sur 7 entre le McDo et chez lui. Et là, j'ai appris à cuisiner, à être dans une vraie cuisine avec des professionnels. C'était
un mec super, il s'appelle Julien Lacambuse Arlette. Ah, c'est Lacambuse Arlette. Ouais, ok, je Lacambuse. Très très bon Carrément. chef. C'est là que j'ai commencé et ce type, je lui dois à peu près toute la base de cuisine qui m'a donné envie de me pousser au milieu professionnel parce qu'il m'a dit tu vas voir la cuisine c'est pas comme à la télé. Souvent aujourd'hui on a la médiatisation qui est un bien et en même temps qui nous fait un peu de mal dans le sens où beaucoup de jeunes veulent se lancer dans la restauration. Enfin, je dis jeunes, des gens qui ont mon âge, qui veulent se reconvertir, donc ils sont un peu plus âgés que moi, en ayant une vision de la cuisine qui est vraiment une vision idéale. Mais la cuisine, c'est pas que de l'idéal, c'est quand on fait de la passion, on vit de quelque chose de passion, il y a des plus et il y a des moins, et souvent on oublie de compter les moins. Ouais, c'est clair. Donc voilà, la cuisine, c'est dur. La cuisine, c'est pas facile, mais la cuisine, quand tu aimes et que tu fais ça avec des gens qui sont bons, tu vas apporter tellement de bonheur et de joie à des gens que ça va être génial. Parce que la cuisine, c'est juste faire kiffer des gens un peu plus. Un moment entre potes, un moment avec une chérie, un moment avec ta famille. C'est ça le plaisir de la cuisine. C'est lui qui t'a appris ça là-bas et t'as pas fait de formation en parallèle ou c'était après C'est après que je suis rentré. En gros, ça, c'était en 2000... c'était il y a 5 ans. Ouais, 5-6 ans. Et en gros, c'était, on va dire, de mars, je sais pas, 2015, un truc comme ça, à juillet 2015. J'ai fait toute la saison avec lui, j'allais bosser avec lui le week-end. C'était vraiment super, en plus il avait une super terrasse, donc c'était un bon kiff, quoi. C'était là où je me suis dit, ouais, c'est dur, parce qu'à des moments, j'étais claqué. Enfin, je bossais jusqu'à 3h du matin, et le lendemain, je renquillais à 9h, il me faisait venir à 9h, pas à 8h, pour bosser avec lui toute la journée. Donc là, en plus, j'avais aucune expérience, donc il fallait qu'il prenne du temps pour moi, pour m'expliquer. Donc là, j'ai compris que la cuisine, il y avait un côté humain qui était hyper important. Et du coup, après la formation. Et après, je suis rentré à l'institut. Donc en gros, il m'a dit, ouais, il faut que tu fasses une formation. Donc moi, c'était mon objectif. Je savais que je voulais faire de la cuisine après. Donc, je sais pas, genre 3 jours après avoir commencé à bosser avec lui, j'ai dit à mes parents, ouais, je vais faire cuisinier. Je m'étais inscrit à tous les CAP, BEP de Lyon. Et l'institut Paul Bocuse aussi. J'ai été pris, j'étais hyper heureux d'être pris là-bas. Bon, c'est une très belle école. Pour ce qui est des cours, parce qu'il y a toujours un peu un fantasme, tu vois, autour de ce qu'on fait dans une école de cuisine. Ben déjà, enfin, quand t'es à l'institut, tu pars avec un nom énorme. Ton école, elle ressort du lot parce qu'elle s'appelle Paul Bocuse. Quand tu fais cette école, t'as des cours qui t'apprennent à être technicien. Donc tu pratiques ton métier, tu connais très bien ta technique. T'as au moins 3 chefs meilleurs ouvriers de France dans l'école. Enfin, c'est ouf. Et même t'as des chefs qui sont pas meilleurs ouvriers de France, mais qui ont des parcours. Je me souviens, il y avait des chefs, ils avaient fait le tour du monde, ils étaient arrivés en fin de carrière, on va dire à 50-55 ans, d'avoir fait le tour du monde, ils étaient arrêtés ici et ils avaient une seule envie, c'est de transmettre et l'envie de donner du savoir. Et après, t'avais des cours avec l'EM, t'avais des super profs de l'EM qui venaient, des cours avec l'IAE, pour t'apprendre vraiment à gérer une entreprise. Donc en fait, en gros, la plupart de mes potes de l'institut, aujourd'hui, ils sont pas du tout cuisiniers. Ils recherchent plus à créer des concepts, à ouvrir leur propre établissement et pas travailler dans des restaurants gastronomiques comme aujourd'hui moi je fais. Y en a, hein, mais de ce que je connais dans ma bande de potes, la plupart aujourd'hui ils cherchent à partir à l'étranger, avoir des expériences et se développer plus. On va dire, ils ont une ouverture d'esprit qui est énorme comparée souvent aux chefs qu'on peut rencontrer sur son parcours. Tu dois réaliser des stages, tu dois réaliser un stage de 4 mois en première année, un autre de 4 mois en deuxième année, et un de 6 mois en dernière année ou une promesse d'embauche. Et donc moi, premier stage, j'étais au Potager des Halles à Lyon. Je voulais rester dans la région, comme je t'ai dit au début, je suis resté dans la région lyonnaise. Deuxième stage, je suis parti sur Paris. Et là, c'était incroyable. J'ai travaillé au Nomos, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, ça a fermé, ça s'appelle... Le chef, c'était... Enfin, il est pas mort. Hein. Il s'appelle Guillaume Sanchez. Et c'est Nezo, maintenant. C'est un chef étoilé. Enfin, il a une grosse réputation. Et là, j'ai pris le plaisir de cuisiner. Et après, je suis parti chez Guy Savoy en dernière année d'études. C'est une expérience cuisine traditionnelle française. Mon premier 3 étoiles. Et une bonne expérience parce que l'équipe... la brigade était vraiment ouf. Quand on se tapait des bonnes barres, on avait une bonne ambiance, quoi, vraiment. Et puis après, je suis parti sur New York pendant 1 an, chez Dan Barber au Blue Hill, à Stone Barns. Et là, c'était le kiff, quoi. C'était l'épanouissement de voyager, tu finis tes études, c'est ta première embauche, t'es à l'étranger, tu connais rien. Enfin, moi j'ai mon frère qui habite là-bas, mais je connais rien du tout à la culture américaine. En bouffe, surtout, avec un mec qui a qui est autosuffisant avec une ferme, j'étais là. Ah ouais. Ouais. Donc, gros délire. Je me dis, mais pourquoi il n'y a pas autant de chefs qui font ça? C'est vrai. Et du coup, dans ma tête, aujourd'hui, quand on me demande, tu cuisines quoi? Moi, je cuisine plus des légumes. Je mets en avant les légumes parce que c'est un produit qui est tellement
noble, je trouve, dans sa manière d'être. Tu vois, genre un oignon, c'est un produit genre tellement du quotidien, mais tu peux en faire quelque chose de magnifique. Et je trouve qu'on le saccage au profit de viande que j'aime énormément, hein, la viande, mais je m'en sers plus comme garniture de la viande, tu vois. C'est un truc genre vraiment, si je prends un menu à 7 plats, je prendrais plus mon pied si un chef me fait un 7 plats que de légumes avec je limite une garniture viande à un moment, un tout petit morceau de viande, que entrée, plat, dessert avec du poisson, des œufs, machin. Non. Ouais, c'est intéressant. Ouais, je trouve ça moins kiffant. Donc c'est ce que t'as appris plutôt à New York, quoi. À New York. C'était vachement axé là-dessus ou c'était plus chez Guy Savoy? Non, Guy Savoy, non. Guy Savoy, c'était truffe matin, midi et soir, le homard, le caviar. C'était vraiment la cuisine de luxe française. Je vois, ok. Et puis après, je suis arrivé, donc je suis rentré des États-Unis. Ouais. Et je suis rentré le 14 février dernier pour l'anniversaire de mon petit frère. Et je me suis dit, je me prends 1 mois et demi de vacances. Et après, je pars en Équateur, puisque ça faisait 9 mois que je travaillais sur le projet de monter un restaurant à Quito. Et il y a eu le Covid. Ouais. Et le Covid a fait, non, Pierre, tes projets en Europe, tu iras pas voir tes potes à Gérone, tu iras pas voir tes potes en Belgique, tu vas rester chez toi enfermé, tu vas te supprimer l'idée de pouvoir partir, tu vas te couper les ailes. Donc là, c'était un gros moment de remise en question. Ouais, tu dis, mais enfin, comme pour tout le monde, hein, en mode, mais bon, ok, mais je fais quoi de ma vie, quoi, enfin. Surtout quand t'es jeune, t'es un jeune chef où t'essayes de te construire et d'aller te faire des expériences un peu partout, mais là tu voulais créer quelque chose, et surtout que c'était un peu la première fois parce que tu m'as dit que t'avais eu beaucoup d'expériences à droite à gauche, mais que t'avais besoin de créer ce truc où tu sentais que c'était ton bébé, quoi, et t'y étais et ça t'a coupé court, quoi. Bah c'est ça, c'est que ça m'a moi j'idéalisais la chose, c'est-à-dire que le soir où le président il a parlé, je regardais les billets d'avion et je me suis embrouillé avec mes parents parce que je voulais vraiment me barrer, quoi. Tu voulais y aller, ouais. Ah, moi j'étais en mode mais j'allais crever là-bas. Enfin, je sais que j'aurais chopé le Covid. Ouais, ça aurait été plus compliqué. J'aurais pas été dans la bonne situation, quoi. Ouais. Donc je remercie mes parents de m'avoir dit non, t'es con, reste sur Lyon. Enfin, t'es con. Ouais, oui, t'es con. Oui, j'étais con. Et je suis resté sur Lyon. Bon, grosse déprime comme pour tous les gens qui sont restés enfermés chez eux. Hein. C'est clair. Et après, je me suis remotivé, j'ai contacté des restaurateurs, j'ai appelé des chefs, en fait. J'ai appelé un chef, surtout, et je lui ai dit, voilà, il s'appelle Eric Guérin, et je lui ai dit, voilà, Eric, le projet à Quito, il s'annule, j'ai plus rien. Je sais pas ce que fait mon avenir, et au début, il me dit, ouais, je suis en train de créer une équipe, là, j'ai bientôt fini, malheureusement, mais j'aurais bien voulu te prendre dans mon équipe, mais je peux t'aider à te placer, je peux t'aider à t'aider. Tu sais pas pourquoi il y a des gens dans ta vie, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, il y a des gens dans ta vie, tu sais pas pourquoi ils te tendent la main, tu sais. Et t'es en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant de gentillesse, et tu vois, tu dis même, genre, il y a un truc bizarre derrière tout ça. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Le type veut juste trop m'aider et est adorable, tu vois. Et du coup, il me dit, écoute, tu veux bosser où? T'as postulé où? Je lui dis, là, j'ai postulé dans plusieurs restaurants, il y en a 3 qui m'intéressent beaucoup, et bizarrement, le lendemain, j'ai reçu un appel des 3. Le surlendemain, un autre appel après avoir eu mon entretien avec le premier. Ça, c'était le restaurant où je suis aujourd'hui. Et après, un autre le lendemain de l'entretien. Et les chefs, en gros, m'ont dit oui, on a eu votre CV, puisque j'envoie mon CV, une lettre de motivation. Ouais. Et du coup, je suis allé au Mirazur, là. Donc, j'étais au Mirazur, qui est quand même un très grand restaurant dans le monde de la gastronomie. Et aujourd'hui, c'est le meilleur. Parce que il y a les 3 étoiles qu'il a eu en 2018 et le prix du meilleur restaurant du monde cette année. Donc c'était un putain d'honneur de me dire que on est en 2020, en 2015 j'étais chez McDo et aujourd'hui en 2020 je me retrouve là-bas. Ouais, c'est ça que je trouve fou quand on parle parce que on a l'impression que ça s'est fait de manière assez naturelle, tu vois, t'as enchaîné quand même Guy Savoy, ensuite le restaurant de New York, j'oublie tout le temps le nom. Le Blue Wheel. Et là le Mirazur, c'est quand même assez fou. Est-ce que tu sais peut-être d'où ça vient? Parce que je l'ai forcé. Ouais, tu l'as forcé. Je l'ai très clairement forcé. Mais c'est pas une force malhonnête. Non, c'est juste que dans la vie, quand t'as envie de quelque chose, moi c'est mon éducation qui est faite comme ça. C'est dans la vie, t'as envie de quelque chose, tu te donnes les moyens. Qu'est-ce que tu mets quand tu travailles dans la restauration? En tout cas, parce que moi, dans ce que je fais, je vois très bien ce qu'on met dans un CV, je vois très bien ce qu'on met dans une lettre de motivation. Mais quand tu bosses en restauration, il y a les expériences. Certes, t'as fait tel resto, t'as fait tel établissement, ça joue sur le CV. Mais au final, il faut le voir en vrai, ce que tu fais, tu vois, il faut voir ce que tu vaux en cuisine. Ouais. Et ça se retransmet pas vraiment sur un CV. C'est clair. C'est pour ça qu'il faut passer des entretiens, la plupart du temps. En fait, ce qui est marrant, c'est que moi, mon parcours est pas du tout lié à des entretiens en cuisine. Normalement, quand tu es en cuisine, ce qui est vrai, j'en ai pas fait encore. Okay. Tu vas dans un resto et tu fais un essai. Donc un essai, c'est comme, je sais pas,
t'es musicien, tu veux jouer dans un groupe, ben, on te dit, ben, tu vas faire un essai, joue-nous un petit solo, quoi, faire un petit truc. Donc tu vas en cuisine, on te file un tablier ou t'amènes ton tablier, et, tu vas passer une journée, 2 journées, une semaine, 2 semaines avec l'équipe, voir si déjà ça te plaît et après si tu corresponds. Pour l'instant, j'ai pas eu trop de soucis là-dessus. T'en as parlé très vite, alors que moi je pensais y arriver un peu plus tard sur le fait que tu vois, ça fait, je pense, à peu près 10 bonnes années que le métier de cuisinier, il est devenu un peu plus glamour, entre guillemets, tu vois, il est un peu plus médiatisé, depuis Top Chef, hein. Je pense que c'est vraiment le tournant. Maintenant, il y a des émissions de cuisine pour tout, sur YouTube. Et n'importe où, même ils ont fait une sorte de télé-réalité sur TF1, j'étais sur le cul quand j'ai vu ça. C'est vrai. Et déjà, toi, t'as déjà un peu évoqué ton avis là-dessus, mais qu'est-ce que t'en penses du fait que le métier de cuisinier est de plus en plus médiatisé? Tu penses que c'est une bonne chose? C'est une super chose. Franchement, c'est la meilleure des choses, mais la médiatisation montre pas la réalité. C'est-à-dire que tu montres un aspect, tu montres pas le quotidien. Tu montres une parenthèse d'un moment, d'un instant qui est bien tourné, qui est bien avec une belle lumière, avec un beau dressage pour 4 couverts, et on te montre pas le quotidien des mecs qui font de la brasserie pour 300 couverts. Ça, on n'en parle pas parce que c'est une partie du métier aussi, mais c'est des gens qui sont... Et moi, je trouve que c'est magnifique de faire ça. Tu vois. Ce qu'on veut tous, je pense, quand t'es vraiment cuisinier, c'est créer. C'est ça qui fait le lien avec l'art, c'est que t'es curieux et tu t'es dans la création tout le temps perpétuel. Tu peux pas te lasser de quelque chose. Moi, j'ai du mal à refaire 2-3 fois les mêmes plats, tu vois. C'est pour ça que les restaurants où je suis allé dernièrement, le Blue Hill, on avait 26 plats à la carte, ça changeait tout le temps. Il y avait pas une table qui avait... Non, mais il y avait vraiment une table, et à côté, tu regardais ta table à côté, ils mangeaient pas du tout la même chose. Il y avait pas de menu écrit. Au Nomos, j'avais pas de menu écrit non plus, on faisait ce qu'on voulait. On avait des arrivages, le mec nous disait, aujourd'hui, on a reçu que, je sais pas, 2 douzaines d'huîtres, on fera 2 douzaines d'huîtres et on verra pour les autres concerts. Et c'est ça, la cuisine, c'est arriver à être ressort, tu vois, réactif, avoir un rebond, être curieux. Expérimenter. L'expérience, c'est important, mais c'est ça, c'est te dire, bon, ok, j'ai une idée à peu près de ce goût-là, le goût de l'huître, par exemple. J'ai une idée du kiwi. Je pense que ça peut se combiner ensemble, tu vois. C'est tout con, mais c'est des additions. Hop, tu mets ça, et puis après, tu commences à être un peu plus compliqué dans tes maths. Tu fais, bon, je vais soustraire un peu de ça, je vais diviser par ça, et après, ça te sort une recette. C'est ça, la cuisine. Moi, je vois ça comme ça, tu vois. Je vois que souvent, on fait tu vois, on dit, lui, c'est quelqu'un qui est artistique, lui, c'est quelqu'un de très scientifique. Moi, je pense que ça, c'est juste une question de balance, d'équilibre dans ta tête. Si t'arrives à avoir une bonne balance en disant, moi, je suis artiste, mais en même temps, j'arrive à mêler avec la science, ça le fait. Quand tu regardes une pâtisserie, une belle pâtisserie, c'est purement de la chimie. Comment tu fais ton pain, c'est de la chimie. Voilà, il y a plein de choses qui font que physique, chimie, biologie se mêlent à la cuisine. Et c'est ça qui est beau. Enfin, moi, j'aime ça. Est-ce que y a une sorte de compétition entre vous? Je me dis que les places, peut-être dans certains restos, sont plus prisées que d'autres. Donc forcément, il y a cette envie, et peut-être pas que pour avoir les bonnes places, mais aussi pour être toujours celui qui va aller plus loin, celui qui va être le plus innovant, le plus juste dans sa cuisine. Il y a toujours une compétition, et c'est bien d'avoir une compétition. La compétition, elle te pousse dans tes retranchements quand elle est bonne. Pour qu'elle soit saine, quoi. Faut que ce soit sain. Dès que ça commence à être malsain, c'est plus viable. Mais j'aime la compétition dans le sens où j'aime créer, j'aime faire des choses comme ça. La compétition te permet de créer. Mais la compétition perverse, tu vois, de te dire, lui, je vais lui prendre sa place, donc je vais essayer de lui monter un peu son fourneau, je vais lui brûler son truc. Ça, je l'ai vu, je l'ai vécu. Je vais faire de la merde, je vais mal lui parler, tout ça. Ça existe. Mais malheureusement, il faut que ça change. Tu vois, quand j'étais à New York, je te l'ai dit tout à l'heure, on a signé une charte de bienveillance. Et cette charte, en gros, elle te disait que tu sois un homme ou une femme, que tu sois trans, bi, ce que tu veux, que tu sois grand, gros, blond, brun, roux, noir, jaune, bleu, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est le travail. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est être bienveillant. Ce qui compte, c'est que tu respectes ton collaborateur, que tu travailles avec ton collaborateur, que tu respectes ses idées, que tu aies un bon débat si tu as besoin de discuter, mais que tu t'énerves pas, que tu l'insultes pas, et que tu lui fais pas des coups de pute, quoi. Ça sert à rien. C'est pas en faisant des coups de pute que tu vas avancer. C'est clair. Et moi, je pense qu'il y a un petit côté karma, mais qui se paye tous les jours, tu vois. Quand je t'ai parlé du podcast, j'ai direct embrayé là-dessus. Le train de vie, la vie de famille. Pourquoi j'ai eu cette idée-là? Parce que je regardais une série sur Netflix, je sais pas si tu connais, ça s'appelle Ugly Delicious.
Ouais, David Cheng. Avec David Cheng. Ouais. C'est un mec, il a ouvert je sais pas combien de restaurants. Ouais. C'est un délire, c'est un businessman, quoi. Ouais. Et il y a plusieurs épisodes où il parle de sa vie de famille. Avec ses gamins et avec tout. ses gamins où au début il en a pas et c'est un vrai questionnement pour lui. Il se remet vraiment en question par rapport à ça, sur le fait de est-ce que si je suis père de famille, est-ce que ça va être facile d'élever mes enfants? Est-ce que je serai assez présent pour eux? Bon, toi, t'as 25 ans et je pense pas que c'est dans tes priorités de fonder une famille, mais est-ce que tu y as déjà pensé par rapport à une copine ou alors à ta famille tout court, tes parents Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été compliqué? Tu le vis en solo. On est des mecs un peu dans notre monde où genre tu rentres chez toi, tu vas peut-être reparler de ton taf, puis tu vas te lever le lendemain matin tôt pour aller bosser, et puis ce que font tous les gens, sauf que là, toi, tu fais 2 fois plus d'horaires qu'eux. Trouver quelqu'un qui comprenne ça, c'est hyper compliqué. Moi, c'est un truc. J'ai pas eu de chat, je te le disais tout à l'heure. Hein. Chaque fois que je suis tombé sur quelqu'un de vraiment bien, je me barrais. Mais pas que je me barrais, je me cassais en mode genre non, c'est trop compliqué pour moi. Je me barrais genre je vais bosser à Paris. Là, je vais bosser à New York. Je reviens sur Lyon. Un ami, là, je vais à Menton. Mais c'est vrai que c'est triste de pas avoir cette balance, cet équilibre que moi aujourd'hui, j'envie les gens qui ont un boulot avec 2 jours de repos, le samedi, dimanche, où ils ont une vie où tu sors le samedi, tu vois du monde. Je les envie un peu. Ouais, j'aimerais bien. Donc oui, j'en souffre. Mais c'est une sorte de pseudo-sacrifice, si on peut l'entendre comme ça, pour quelque chose, je pense, qui sera peut-être vachement beau dans le futur. Moi, je pense que c'est quelque chose qui sera très très beau après, si, comme je te disais au début, avec tout le karma, si tu fais les choses bien, si tu t'es bien dans tes baskets, que tu te réveilles le matin, tu vas bosser, tu te sens bien, et un jour, tu tombes sur quelqu'un de bien, et tout se passe bien, et il faut pas se forcer. C'est vraiment un truc genre je peux me forcer à aller bosser mais je peux pas me forcer pour rencontrer quelqu'un, tu vois. Passionnément, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce parcours de vie vous aura intéressé. Ce que je remarque à l'issue de cet entretien avec Pierre, c'est qu'il n'y a pas de voie définie pour devenir chef cuisinier. C'est avant tout un métier de passion dans lequel il faut tout donner pour réussir et s'accrocher quoi qu'il arrive. En parlant de s'accrocher, je tenais à témoigner tout mon soutien envers le milieu de la restauration, des bars, en cette période difficile. Vous nous manquez énormément et je vous envoie un maximum de force. Je tiens bien sûr aussi à remercier Pierre d'avoir pris le temps pour me raconter son parcours, c'était hyper enrichissant. D'ailleurs, si je peux lui faire un peu de pub, il est en ce moment sur un projet qui s'appelle Les Sacrés Sulés. C'est une communauté de chefs qui fait des recettes pour vous inspirer au quotidien. Je vous conseille d'aller voir ça sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, vous abonner surtout sur YouTube parce qu'il y a de grandes choses qui arrivent. En attendant, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt pour un prochain podcast.